La femme est-elle vraiment préposée aux tâches domestiques dans la tradition noire? Quel est le rôle du principe féminin dans la spiritualité? Quelle est la relation que doivent entretenir la femme et l'homme dans le couple? On continue notre mini-série sur le matriarcat. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly, bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Deuxième partie du système matriarcal noir. La semaine dernière, on a notamment vu son origine, le droit matrilinéaire et le statut divin de la mère. On continue avec l'aspect spirituel et le rôle de chacun dans la société. La famille, petite coupure pour 2 annonces rapides. D'abord, on est déjà 1000 sur Afrochronique. Merci infiniment pour ta confiance et ton soutien. Ça me fait super plaisir de voir que mon travail plaît à de plus en plus de personnes. Et ça tombe bien parce que ce dimanche à 20h, on va organiser un live. J'aurai le plaisir d'échanger avec Mélissa de l'Afropolitaine, mais aussi avec toi sur le vaste sujet du rôle et de l'image de la diaspora. J'en parle pas plus, j'espère te retrouver ce dimanche à 20h. Merci encore d'être là, on reprend la vidéo. J'aurai l'occasion de développer ce très large sujet de la spiritualité dans un autre contenu. Si tu as vu le live, tu sais déjà de quoi je parle. Mais pour expliquer rapidement, la création, qui peut être aussi appelée Démiurge, Amon, Maolissa ou encore l'être suprême, est androgyne, c'est-à-dire à la fois mâle et femelle. La langue française ne nous aide pas beaucoup là-dessus parce que tous les mots sont genrés, mais ce principe d'androgynie divine agit comme une sorte de fondement idéal pour toutes les sociétés traditionnelles noires. C'est notamment pour cette raison que le pharaon s'incarne en couple, comme expliqué dans la vidéo de la semaine dernière. L'union entre les principes féminins et masculins se retrouve dans toutes les cosmologies noires inspirées de la nature elle-même. À Kemet, le couple par excellence est incarné par Ouziré et Azeta, qui symbolisent l'idéal social, domestique et conjugal. C'est à Azeta qu'est attribuée la découverte du blé et de l'orge, ainsi que la transmission du savoir à son époux, puis aux êtres humains. Ce mythe confirme une nouvelle fois que ce sont les femmes qui ont découvert l'agriculture et qui connaissent donc mieux les plantes pour se nourrir et pour se soigner. Comme expliqué dans la première partie, le groupe doit son essor et sa prospérité aux femmes. C'est toujours Azeta qui proclame dans un hymne à Amon, je cite, « J'ai fait le mal étant femme afin de faire vivre ton nom sur la terre ». On est très loin du mythe d'Ève qui serait sorti de la côte d'Adam puisque Azeta affirme ici que le féminin est antérieur au masculin. L'hymne d'Azeta est aujourd'hui confirmé par la science puisque ce n'est qu'à partir de la 7e semaine que le chromosome Y est enclenché pour les futurs garçons. Avant cela, les embryons sont tous féminins. Pour finir avec Azeta, elle incarne également l'idéal de la mère et de sa relation avec l'enfant. Elle est ainsi souvent représentée allaitant ou portant son fils héros. On retrouve cette même disposition notamment chez le peuple Chokwe. Dans la spiritualité noire, les divinités féminines ont un poids énorme. Le fondement des lois cosmiques, scientifiques, philosophiques, sociétales est incarné par Maat, aussi appelé esprit de Ré. Si tu veux connaître son nom dans d'autres langues africaines, c'est en haut. La divinité qui dirige les armées de Pharaon est incarnée par un principe féminin, Sekhmet la puissante, aussi appelé œil de Ré. Pour citer un dernier exemple, il y a également Séchat qui incarne la connaissance, l'écriture ou encore l'architecture sacrée. En cohérence avec l'importance du principe féminin dans la spiritualité, la grande épouse royale joue également le rôle de grande prêtresse. Il n'existe aucun exemple de pharaon mâle célibataire, car une grande épouse royale est indispensable pour célébrer les rites et maintenir les liens entre le ciel et la terre. Plus généralement, les femmes sont considérées comme les gardiennes attitrées du culte. C'est pourquoi ça me semblait essentiel de parler de la spiritualité pour comprendre au mieux toutes les dimensions du matriarcat, dans la prédominance de la femme et de la mère, mais aussi dans la dualité entre l'homme et la femme. C'est là qu'on commence vraiment à avoir des divergences selon les sources.
Contrairement à ce qui est de mise dans la société patriarcale, les femmes dans la tradition noire n'ont besoin ni d'un père ni d'un mari pour exister du point de vue social. Ce serait même plutôt l'inverse, puisque un homme ne peut prétendre au titre de roi que s'il est le fils de la reine-mère, je rappelle que c'est la sœur du roi, ou s'il épouse une femme de la lignée royale. En dehors des histoires de succession, les hommes sont généralement considérés comme adolescents tant qu'ils ne se sont pas mariés. Par exemple, les Baluba du Kasaï dans l'actuelle RDC estiment qu'un homme n'est, je cite, normal que s'il est marié. Kanji et Kamara expliquent que dans la pure tradition noire, la virginité de la femme comme de l'homme n'a aucune importance. C'est-à-dire que les rapports sexuels hors mariage sont autorisés sous deux conditions, la prohibition de l'inceste et la prohibition de l'adultère. Ni le corps ni l'acte sexuel n'étant considérés comme des choses honteuses, on n'avait pas plus besoin de dissimuler son corps que de justifier l'union charnelle par le souci de reproduire l'espèce. Sans pour autant admettre la promiscuité, la sexualité épanouie n'est pas un tabou. Les auteurs citent de nombreux exemples pour illustrer ce fait et concluent en expliquant « On est libre de choisir de vivre en concubinage, d'attendre d'avoir un ou plusieurs enfants pour se marier. L'entrée en mariage n'est soumise qu'au bon vouloir des intéressés qui en négocient les termes à leur gré. » Plusieurs sources sont citées pour appuyer leurs propos, mais j'ai pu lire et entendre des avis qui n'allaient pas dans ce sens. Je n'ai jamais entendu parler en Afrique noire de ce culte bizarre de l'hymen et de cette histoire de drap blanc, mais je sais que j'avais demandé à mon père et il m'avait dit que dans la tradition baï, les futurs mariés devaient être vierges. Est-ce une résultante du christianisme? Peut-être. Pour ce qui est du célibat, je pense notamment à Dumbi Fakoli qui dit que dès que le jeune adulte est en âge de le faire, il doit se marier. Il présente le célibat comme presque impossible. Ce n'est pas confirmé dans les sources de Kanji et Kamara, mais il est indubitable que le couple reste l'idéal dans les sociétés noires. Pour expliquer au mieux l'union matrimoniale noire, je te propose qu'on suive les étapes chronologiquement. Je vais les illustrer avec la société mahoraise dans laquelle j'ai vu et vécu l'application du matriarcat et ce particulièrement dans ce domaine. Disclaimer nécessaire pour mettre les choses à plat tout de suite, si tu es forgé dans un paradigme occidental, ce que je vais t'expliquer va certainement te paraître extrêmement étrange. Je le sais parce que c'était mon cas au début. Moi j'ai eu de la chance parce que mon copain, qui est donc maori, a pris le temps de m'expliquer le pourquoi et le comment, ce qui m'a d'ailleurs permis de mieux comprendre ce qui était dans le livre. J'en profite pour passer un message aux personnes qui ne partagent pas la même culture que leurs partenaires, même au sein de la communauté afro. Faites l'effort de l'expliquer. Oui, votre partenaire doit aussi être intéressé de son côté, mais si c'est pas le cas, il va falloir vous poser des questions parce qu'à un moment, il va y avoir des malentendus. Bref, tout ça pour te dire que si tu portes un jugement négatif sur ce que je vais te présenter, garde bien en tête que ton désaccord ne se justifie par aucune raison suprême, ni aucun argument à valeur universelle, mais relève uniquement du moule dans lequel ton mode de pensée a été cloisonné. Ça s'appelle un paradigme, je reviendrai sur le sujet dans des vidéos qui arrivent à la fin du mois, je ne serai pas toute seule pour en parler. Restons donc dans l'humilité et l'ouverture d'esprit. Premier point important, l'éducation au couple commence presque dès la naissance. Elle se fait d'abord avec les grands-parents, très complices et taquins avec leurs petits-enfants, avec qui ils instaurent une sorte de jeu de rôle. La grand-mère joue l'épouse de ses petits-fils et le grand-père joue l'époux de ses petites-filles. Par ce jeu, les enfants apprennent certaines règles maritales. Pour donner un exemple simple, la grand-mère va se moquer de son petit-fils s'il n'est pas propre en lui disant « je veux pas d'un mari comme toi si tu te laves pas ». Le petit-fils va alors intégrer dans l'humour et la bienveillance qu'il doit faire attention à son apparence s'il veut plaire à son épouse. Même la sexualité n'est pas taboue, elle peut être abordée très simplement avec les grands-parents qui vont donner des conseils ou des recommandations, sujet qu'on ne peut pas aborder avec les parents qui représentent l'ordre, l'autorité et du coup il y a une certaine distance qui se crée. Avec les grands-parents, tu peux rigoler, te moquer, discuter de tout et je t'assure que c'est à la fois beau et drôle à voir. L'éducation à la vie maritale se fait ensuite avec le conjoint de tes frères ou de tes sœurs qui sont appelés les époux pour rire. Une femme, par exemple, va appeler mari, les frères et les cousins de son propre mari. Ça permet de créer une belle complicité avec toujours beaucoup de taquinerie. Dans l'union matrimoniale, les auteurs expliquent que ce n'est valable que pour les cadets de l'époux ou de l'épouse, mais à Mayotte, en tout cas de ce que j'ai vu, il n'y a pas de distinction. Un homme par exemple appellera Mchewangu, c'est-à-dire ma femme, la sœur cadette comme la sœur aînée de son épouse. Pourquoi tout ça? Kanji et Kamara l'expliquent par un procédé commun à tous les peuples noirs, l'assimilation.
Dans les sociétés de droit noir, le sens de la communauté est si élevé que chaque personne doit participer au plus près à tout ce qui touche la collectivité, à commencer par sa famille. Peu de charges s'assumant seules, en s'engageant dans les liens du mariage, on fait participer toute sa famille, et lorsqu'on se marie, on ne devient pas le conjoint d'une seule personne, mais d'une multitude. Dans la tradition noire, en effet, on utilise de manière systématique la technique du statut assimilé. Cette technique sert à résorber les distances naturelles entre les individus. C'est notamment pour ça qu'il n'existe dans aucune langue noire, SICAM inclus, les notions de tante, oncle, cousin ou cousine. La petite sœur ou la petite cousine de ta mère, c'est ta petite maman. Ton cousin, c'est ton frère. Le fils de ta sœur, c'est ton fils. La fille de ta cousine, c'est ta fille. Et tout ça permet vraiment de resserrer les liens. Une expression employée par les auteurs de l'union matriarcale m'a particulièrement marquée et me semble bien illustrer la conception du mariage dans la tradition noire. La mort ne met pas fin au mariage. C'est-à-dire que l'union ne lie pas seulement deux individus, mais leurs familles respectives, en s'être compris. Pour ce qui est du choix, là aussi, les sources se contredisent. Certaines disent que c'est la famille qui choisit. Kanji et Kamara, eux, expliquent ce qu'ils appellent la liberté encadrée, c'est-à-dire que les fiancés se choisissent en respectant certaines conditions. La première, c'est l'amour, ensuite la prohibition d'inceste, mais les auteurs disent que des alliances au sein de la famille sont privilégiées, notamment entre certains cousins, ce qui m'a beaucoup étonnée, mais Tété, dans une vidéo de Mobali Makassi, explique que ce critère ne provient pas d'une tradition ancestrale noire, mais a été intégré suite aux invasions arabes. Troisièmement, la famille et plus généralement la société doit connaître la personne choisie. Les auteurs citent des proverbes et des contes depuis Kemet qui mettent en garde contre le mariage avec des inconnus. Garde-toi de la femme étrangère que personne ne connaît dans la ville. Ça s'explique par rapport à ce que je disais tout à l'heure concernant l'importance d'expliquer sa culture. Épouser une personne inconnue de la société signifie qu'on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas sa famille, on ne connaît pas ses mérites. Et c'est prendre le risque que ses valeurs ou ses mœurs soient trop différentes et ne correspondent pas. La quatrième condition n'est pas citée dans le livre de Kanji et Kamara. Nobi Fakoli, dans son livret de rituels Kamit, explique que ce ne sont pas juste deux individus qui s'unissent, mais bien aussi les familles respectives. Les familles doivent s'entendre et doivent aussi réaliser des rituels pour demander l'accord des ancêtres pour l'union. Ça permet par exemple de vérifier qu'il n'y a pas eu de conflit entre les ancêtres ou encore qu'il n'y a pas de dette impayée dans un passé lointain. La cinquième condition est expliquée par Cheikh Anta Diop qui explique que dans la pure tradition ancestrale, on ne peut pas épouser quelqu'un du même clan, c'est-à-dire qui a le même totem, mais l'interdiction a été levée depuis. Cheikh Anta Diop toujours mentionne qu'on n'épouse que les personnes qui font partie de la même caste. On avait déjà parlé dans la vidéo sur Hérodote. Kanji et Kamara expliquent en revanche que c'est un critère importé et citent plusieurs exemples depuis Kemet. Pour commencer par l'exemple écrit le plus ancien, un document de l'ancienne Égypte fait état du mariage entre la nièce d'un dignitaire égyptien, le barbier du roi, et un ancien prisonnier de guerre, serviteur du dit dignitaire. Il n'y a eu là considération ni de classe ni de caste. Le document en question nous apprend que ce qui a conduit l'oncle maternel à approuver ce mariage de sa nièce, c'est le fait qu'elle lui ait déclaré être amoureuse de son serviteur. L'esclavage en terre pharaonique est aujourd'hui démenti par la plupart des égyptologues. D'ailleurs, la manière dont le captif Améniou a été traité par son maître égyptien en dit long sur l'humanisme africain et le statut de l'esclave en droit noir. Dans la tradition noire, on se marie par amour ou pour des raisons politiques s'il en va de l'intérêt de la collectivité que l'on a l'honneur et la charge de diriger. La mise en avant des considérations de caste est un phénomène qui n'apparaît pas dans l'histoire précoloniale africaine. Autre condition, le futur époux doit réaliser des travaux pour ses beaux-parents. La liste est non exhaustive, mais ça permet d'avoir une idée d'ensemble. Tu te souviens, on a déjà expliqué que le matriarcat donne aux femmes la responsabilité de la famille, des réserves, de la gestion des biens, des rituels et d'une partie importante de la vie politique et sociétale. On a aussi vu que le statut social ou économique de la femme ne dépend pas d'un père, d'un frère ou d'un mari, ce qui n'est pas le cas pour l'homme qui doit être marié pour être considéré comme adulte. Dans la tradition ancestrale, c'est la lignée matrilinéaire qui est reconnue, c'est-à-dire que notre rang social est hérité de celui de la mère ou de l'épouse. Tous ces différents aspects expliquent un certain déséquilibre économique entre la femme et l'homme. Et c'est seulement dans ce contexte que s'inscrit la dot. On fait vraiment dire n'importe quoi sur cet usage et surtout ce qui arrange la pensée dominante.
Pour rappel, en France, au moins jusqu'au XIXe siècle, c'était la femme qui apportait la dot quand elle se mariait. C'est l'origine du trousseau de mariage. Est-ce que c'est pour autant qu'on dit aujourd'hui que l'homme était acheté? Certainement pas. Dans le système matriarcal noir, c'est à l'homme d'apporter une garantie pour rééquilibrer l'alliance. J'en avais parlé avec une tati à Mayotte et oui, c'était une évidence absolue. Tu dis à une femme qu'elle a la propriété de son mari parce qu'il a payé une dot, je pense qu'elle te rigole au nez. Ça montre bien une nouvelle fois que quand on parle de faits anthropologiques, on inclut rarement, voire jamais, les explications des personnes concernées. Kanji et Camara expliquent que les expressions cadeau prénuptial ou don d'alliance sont beaucoup plus correctes que le mot dot dans la tradition noire. Pour ce qui est de l'explication spirituelle de l'usage du don d'alliance, pour aller vite, en l'acceptant, la femme permet aussi aux ancêtres de son mari de se réincarner chez leurs futurs enfants. Je reviendrai plus en détail sur ce point dans un autre contenu. La prédominance de la femme dans le système matriarcal a plusieurs conséquences dans le mariage. C'est traditionnellement à l'homme marié de quitter son clan pour rejoindre celui de la femme. Les époux gardent leur nom de famille, du moins depuis qu'il existe. La séparation des biens. Les époux sont libres de mouvement, aucun n'est restreint à rester au domicile ou ne peut être privé de voir des proches. Pour ce qui est de la relation entre l'épouse et l'époux, la tradition incite au respect, à la camaraderie, à la complicité, à la fidélité et à la liberté, comme il a été intégré grâce aux époux pour rire, les grands-parents et les beaux-frères et belles-sœurs. Cette situation n'a pas changé depuis l'Antiquité. Les couples qu'on voit sur les monuments africains de l'Égypte sont unis par une tendresse, une amitié, une vie intime commune, absolument introuvable dans le monde eurasiatique de l'époque, Grèce, Rome ou Asie. Même si les relations entre époux sont faites comme cela est de mise entre personnes bien nées de respect mutuel, en aucun cas ce respect ne doit conduire à un comportement guindé ou compassé. Que ce soit dans l'intimité ou en public, à moins que le cadre ou les circonstances ne s'y prêtent pas, les époux n'ont pas à répugner à se chahuter et à échanger moqueries et railleries. Cela est si vrai que lorsqu'ils se désignent de manière formelle, les époux n'utiliseront pas des appellations telles que Madame mon épouse ou Monsieur mon mari. Dans le livre du savoir-vivre noir, l'épouse est ma sœur, la maîtresse de maison, la mère de, prénom de l'aîné des enfants, ou l'aimée, la chérie de, prénom de l'époux. De la même manière, l'époux est nommé mon frère, le père de un tel, ou l'aimé, le chéri de, prénom de l'épouse. Si les époux sont qualifiés de frères et sœurs, c'est afin de mieux marquer leur droit réciproque à être traités avec les égards, la tendresse, l'affection et le respect que partagent les enfants d'un même lit. Cette constante des civilisations noires est tellement étrangère aux civilisations indo-aryennes que bien des égyptologues occidentaux s'y sont trompés, prenant pour un mariage réel entre frères et sœurs ce qui n'était qu'une volonté d'assimilation du comportement des époux à celui des personnes de même statut qui lie l'affection la plus profonde et la plus désintéressée. Un foyer harmonieux, de nombreux enfants, une femme aimante, tel était réellement le vœu que formulait la majorité des Égyptiens. L'amour conjugal représentait en général pour eux l'idéal à atteindre, et ils étaient aidés en cela par l'application d'une morale qui leur avait été inculquée dès la première instruction et jouait en Égypte un rôle beaucoup plus important que dans toute autre civilisation de l'Antiquité. Le respect de l'épouse passe par la fidélité. Ne repose-t-elle pas sur la parole donnée, cette valeur centrale dans la civilisation égyptienne? Le mariage était donc considéré comme l'idéal social et rien ne devait pouvoir entraver son déroulement harmonieux, pourvu que les deux acteurs de ce simple agrément mutuel suivent la voie de Mahat, donnée fondamentale de la conscience humaine. Aussi, l'infidélité dans cette union revêt une telle gravité qu'on la présente aux fiancés comme le grand crime. En effet, la fidélité fait partie de la confession négative dont je t'avais déjà parlé dans la vidéo sur la Mahat. Je crois que c'est surtout sur ce point que j'ai lu et entendu tout et son contraire. Mais il y a quand même un point que je pense pouvoir généraliser, la femme travaille beaucoup plus que l'homme. Kanji et Camara parlent d'une écrasante charge de travail qui incombe aux femmes dans la tradition noire. Charanta Diop désigne la répartition des tâches comme une dualité relativement rigide dans l'activité quotidienne de chaque sexe. Parce que c'est elle qui connaît le mieux les plantes et encore elle qui enfante et allaite, la femme est en charge de la puériculture, de la préparation des repas et, comme je l'ai déjà dit, de la gestion du foyer et de ses ressources. Et en plus du travail dans la maison, elle a également des tâches spécifiques pour le travail des champs.
Une femme est considérée comme étant en mesure de faire pratiquement tout ce que peut faire un homme, alors que l'inverse n'est pas vrai. C'est ainsi qu'on voit depuis l'Antiquité des femmes guerrières, des Candace aux minots. Il y a donc une inégalité nette entre le travail supporté par la femme et par l'homme. Selon Kanji et Camara, cette différence commence dès l'enfance. La fillette est moins libre que le garçonnet, elle est retenue à la maison où on l'emploie aux besognes domestiques, aller chercher l'eau, le bois, surveiller le feu. Je cite un proverbe wolof, « Il ne suffit pas de se réveiller de bonne heure pour découvrir de l'or en plein désert, il faut plutôt avoir une mère qui a peiné. » Et ça, je l'ai vraiment vu à Mayotte. Les femmes s'arrêtent très rarement et on m'a dit qu'il y avait eu des améliorations. On m'a raconté qu'à l'époque de nos grands-parents, l'homme va se coucher avant la femme et s'il a froid, il appelle son épouse pour le couvrir. Je me permets de prendre ce ton-là parce que même pour les enfants, ça semblait complètement absurde. C'est pourquoi, selon moi, le matriarcat n'est pas à confondre avec le féminisme, même si le statut de la femme est de loin le plus avantageux dans le système matriarcal. Autre point de divergence, Charanta Diop explique que l'homme ne cuisine pas. À l'origine, ce n'était pas tant qu'il ne voulait pas, mais plutôt qu'il n'était pas jugé apte. Ça me rappelle une anecdote d'une connaissance de Djibouti qui m'avait expliqué qu'en arrivant en France, il était en coloc et sa coloc lui avait proposé de faire à manger et lui avait demandé de couper un oignon. Et sur le coup, c'est même pas qu'il était outré, mais dans sa tête, il s'est vraiment demandé « Mais pourquoi elle me demande de faire ça ?» Mais les fainéants, ne vous réjouissez pas trop vite. Kanji et Camara expliquent ce qu'ils appellent une division-coordination des tâches entre la femme et l'homme. La sculpture et la vannerie sont de la compétence de l'homme. Il est du devoir de l'homme de fabriquer les écuelles, les spatules et les mortiers de sa femme. Il doit lui confectionner en outre le panier ou la hotte pour aller au champ. La poterie est spécifique de la femme. Par la poterie, la femme se confectionne des ustensiles de cuisine, des canaris destinés à conserver l'eau fraîche, de la vaisselle et des récipients pour la toilette. Dans l'Égypte antique, c'est jusque dans la préparation des aliments destinés à la consommation que le partenariat homme-femme opère. Ainsi, Christian Jacques nous dit « Tamiser, moudre, pétrir, piler sont des tâches traditionnellement réservées aux femmes. En revanche, la cuisson est plutôt un travail d'homme. À l'homme aussi d'effectuer la majorité des travaux agricoles, surtout les plus pénibles, de faire le vin, de saler et de sécher la viande, de préparer la viande, de préparer les poissons et bien souvent de faire la cuisine. En pays Yoruba, le commerce constitue la vie essentielle de la femme. L'homme la décharge de certains travaux domestiques pour lui permettre de consacrer plus de temps à son commerce. » Du coup, j'ai pas tout compris. Je sais pas si c'est lié ou pas, mais je sais qu'à Mayotte, ce sont plutôt les hommes qui sont chargés du voulé, c'est-à-dire du barbecue, et donc de la cuisson. Pour trouver un critère commun parmi les différentes sources que j'ai pu consulter, il y a dans la vie maritale noire la notion de complémentarité. Ça me permet de faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure concernant l'androgynie divine. En s'unissant dans l'amour, le respect, la complicité, l'entraide et la fidélité, la femme et l'homme réalisent cet idéal d'harmonie et d'équilibre. Je rebondis sur la complémentarité entre l'homme et la femme parce que j'ai remarqué que cette notion avait été récupérée par le conservatisme occidental. À cause de ça, on peut percevoir cette notion comme relevant du patriarcat et du coup la rejeter parce qu'elle serait désuète et sexiste. Mais honnêtement, je ne vois pas en quoi le système patriarcal est fondamentalement reposé sur la complémentarité entre l'homme et la femme. Je rappelle que ça fait même pas un siècle que la femme a le droit de vote en France. Si tu te rappelles de l'article du premier code civil que j'ai partagé la semaine dernière, il est écrit que la femme doit obéissance à son mari. Le patriarcat infériorise et infantilise la femme, et qu'on le veuille ou non, ça imprègne encore toujours notre société. Quand je dis notre société, je parle de la société occidentale. Le problème, c'est que le colonialisme a imposé ce système à l'Afrique, a renvoyé la femme noire à la place que les femmes européennes avaient en Occident. Sauf que, je le rappelle, la femme est le fondement des civilisations noires. Sans elle, la société n'existe même pas, puisqu'elle est au cœur de toute l'organisation. C'est pour ça que la situation politique, économique, spirituelle, sociétale de certains pays africains n'étonne même plus quand on connaît le système matriarcal et quand on voit quel régime est appliqué. Malgré l'acculturation, on peut souvent retrouver le matriarcat en toile de fond. Par exemple, mon père m'a raconté que mon arrière-grand-père donnait l'intégralité de son salaire à mon arrière-grand-mère. Et ça, c'est du pur matriarcat.
Je rappelle que la femme gère le foyer et ses ressources. En Afrique ancienne et impériale, c'était surtout les vivres qui étaient les plus importants. La monnaie s'est imposée ensuite, mais l'organisation au sein de la famille est toujours la même. À Mayotte, il ne me semble pas que ce soit le cas, mais ma cousine, qui est d'origine mauritanienne, m'a expliqué exactement la même chose. L'homme donne son salaire à la femme. Dans un paradigme occidental, ça peut paraître bizarre, absurde, voire de la soumission, alors que dans le système matriarcal, pas du tout, c'est complètement normal. L'organisation sociétale est ainsi. Et en plus, en Mauritanie, les tâches domestiques sont partagées. La cuisine, le ménage et l'éducation des enfants. Dans le système matriarcal, le divorce est possible, qu'importe la raison, mais Kanji et Camara expliquent qu'il n'en est pas moins rare. Premièrement, par rapport aux conditions mentionnées précédemment sur le choix du conjoint. L'union est le résultat d'un long processus en plusieurs étapes, et il en est de même pour le divorce. La séparation définitive des conjoints ne sera acceptée par les représentants de chaque famille qu'une fois que les démarches de conciliation auront été faites et la fermeté de la décision du conjoint qui souhaite mettre fin au mariage est prouvée. Le maintien des relations de mutuelle considération et de convivialité entre les familles et parents des deux conjoints passant avant toute autre préoccupation, la rupture n'est acceptée que lorsqu'elle apparaît comme étant le moindre mal. Il est expliqué que les familles se chargent de ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler une thérapie de couple. Il s'agira généralement des mêmes actrices et acteurs que celles et ceux qui ont présidé au mariage, car ce sont celles et ceux qui ont fait l'union matrimoniale qui ont autorité pour la défaire. Rappelons qu'en droit noir, il ne s'agit ni de l'autorité publique, ni de l'autorité religieuse, mais des fiancés et de leur famille. Divorcer peut bien être une décision que la personne, mari ou femme, prend seule, mais c'est une décision qu'elle ne pourra rendre effective qu'avec le concours de deux éléments, sa famille et le temps. L'une va s'employer avec l'aide de l'autre à apaiser les rancœurs, refroidir les ardeurs, calmer les esprits, faire en sorte de rétablir la communication sereine entre les époux. Car les familles n'ont pas pour rôle de contraindre celui de ses membres qui ne veut plus d'une union à y rester impérativement. Elles sont chargées d'être la voix de la raison, d'écouter les griefs et de donner des conseils impartiaux. Le divorce n'a aucune incidence sociale ou économique. Concernant les enfants, le droit matrimonial fait qu'ils restent vivre chez leur mère et sa famille. En revanche, les auteurs précisent que dès que l'enfant est en mesure de s'exprimer, le choix de son domicile sera pris en compte. Revenons aux 3 préjugés sur le matriarcat que j'avais présentés dans la première partie. Le premier est que ce système se définirait comme étant l'exact opposé du patriarcat, et le deuxième est qu'il effacerait la place des hommes. On l'a vu tout au long des vidéos, les femmes bénéficient d'un statut supérieur qui non seulement est accepté et promu par les hommes, mais aussi se justifie par les valeurs et les idéaux de la tradition noire. Les femmes incarnent la maternité, l'allaitement, le culte, la connaissance des plantes, l'harmonie ou encore la puissance. Mais ce statut induit de nombreuses responsabilités et une importante charge de travail, comme la gestion des ressources alimentaires et financières du foyer, l'éducation des enfants, un droit de regard sur toutes les décisions politiques. Mais les hommes n'en ont pas moins une place centrale dans la société. Ce sont eux qui héritent des titres royaux, ils ont des rôles définis notamment dans le travail physique et endurant, chant, corps d'armée, domicile, ou encore un lien privilégié avec leurs neveux. Le couple est à la fois indépendant, solidaire et surtout égal. Pour ce qui est du 3e préjugé sur un matriarcat primitif, les sources citées démontrent que ce système est toujours la base de nombreuses sociétés noires, malgré les invasions. Je te lis 2 derniers extraits qui feront office de résumé. Le matriarcat n'est pas le triomphe absolu et cynique de la femme sur l'homme. C'est un dualisme harmonieux, une association acceptée par les 2 sexes pour mieux bâtir une société sédentaire où chacun s'épanouit pleinement en se livrant à l'activité qui est la plus conforme à sa nature physiologique. Dans l'Égypte ancienne et l'Afrique noire précoloniale, les femmes marchent jambes nues et seins à l'air, visage offert au vent, indépendantes et fières, autonomes, sans peur, sans garde et sans entrave. Elles règnent sur les marchés, ne rechignent pas à mener seules leurs troupeaux au pâturage, ne craignent pas les distances, travaillent et font fructifier leurs biens en toute indépendance. Elles servent d'ambassadrices plus souvent qu'à leur tour, sont ordinatrices attitrées des cérémonies familiales, aussi loin qu'elles puissent se tenir. Médecins et prêtresses, elles interviennent partout où leur expertise est sollicitée. Dans la tradition noire, la femme est libre, responsable et respectée. Il ne viendrait pas plus à l'idée d'un mari de suivre son épouse que de l'empêcher de sortir.
Si j'ai voulu prendre le temps d'expliquer sur plusieurs vidéos le matriarcat, c'est que selon moi, la compréhension de ce système est essentielle et ce, pour deux raisons. Le premier, c'est pour avoir un point de vue contextualisé et plus objectif sur les faits culturels et les événements historiques qui concernent le peuple noir. Deuxièmement, c'est pour contribuer à mon humble échelle à ce que Cheikh Anta Diop, Kandji et Camara défendent et démontrent brillamment. Les deux livres ont été écrits par des Africains de l'Ouest. J'ai expérimenté ce qu'ils ont expliqué à Mayotte, c'est-à-dire à plus de 7500 km de distance. Pour te donner un ordre d'idée, la distance entre Paris et New York est de moins de 6000 km. Malgré cette distance, des langues et des environnements différents, des coutumes locales particulières, on retrouve une fondation commune dans la multiplicité des spécificités locales. Ces vidéos sont aussi adressées aux personnes qui doutent de cette unité fondamentale, celles et ceux qui pensent que c'est idéologique et que la prétendue diversité des cultures noires empêche toute idée d'unité et de solidarité. La multiplicité n'a jamais empêché l'unité, on le voit tout au long de l'histoire de l'Afrique, notamment au moment des grands empires qui réunissaient de très nombreux peuples. Tout nous démontre l'unité culturelle des peuples noirs. La semaine prochaine, on découvre deux titis chroniques, l'une sur la spécificité de la polygamie dans le système matriarcal et l'autre sera un comparatif entre le patriarcat et le matriarcat et fera office de conclusion à cette mini-série. Si c'est pas déjà fait, mets un j'aime, abonne-toi, partage à tes proches et dis-moi en commentaire ce que tu penses de la relation homme-femme dans le matriarcat.